Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre tranche d'émission Questions d'actualité. Questions d'actualité d'aujourd'hui reçoit pour vous Madame Angèle Makombo, qui est femme politique et en même temps présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais. C'est un parti politique qui est membre justement de l'Union sacrée pour la nation. Madame Angèle Makombo a travaillé pendant 24 ans au siège des Nations Unies. Nous sommes à New York. Elle a été conseillère politique principale en charge des questions africaines dans les cabinets du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, paix à son âme. Et aujourd'hui, elle est conseillère de la République, OCS, entendez, Conseil économique et social, c'est ça? Exactement, c'est ça. Madame, soyez la bienvenue chez nous à la RTNC. Merci beaucoup, monsieur Oscar. L'actualité au pays est dominée par le lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination contre les coronavirus. Et la cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui donc aux cliniques universitaires de Kinshasa. Madame, votre commentaire quant à ce, parce qu'au départ, les autorités politiques étaient un peu hésitantes pour accéder à cette campagne. Aujourd'hui, c'est chose faite. Votre commentaire quant à ce? Oui, les autorités étaient hésitantes pour une bonne raison, parce que certains pays qui avaient déjà utilisé ce vaccin AstraZeneca avaient vu des effets secondaires. Alors nos autorités ont dit, on met un peu une pause, on va attendre les examens, voir ce qu'il en est. Et apparemment, les autorités sont satisfaites des conclusions qu'on leur a données, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lancement de l'opération du vaccin. Et moi qui vous parle, j'ai été affectée, j'ai eu le coronavirus. Grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Avec les soins prodigués ici au Congo. Donc, c'est normal qu'on ait des interrogations. Mais vous encouragez quand même ceux qui se font vacciner. Oui. J'ai vu les ministres sortant de la santé se faire vacciner. Exactement, le ministre a donné un bon exemple. Et les gens sont dans l'attentisme. On attend de voir. Yo kende nanu, totala, etc. Ce qui est normal. Donc, je pense qu'il faut absolument intensifier la communication, l'explication, essayer de convaincre le peuple que, voilà, il faut... Bon, le pays a besoin d'une bonne communication, oui. Il faut beaucoup sensibiliser oui. pour le bien-être justement de la population. Les vaccins, il est administré dans quelques pays africains. D'ailleurs, d'autres continuent à réclamer, comme l'Afrique du Sud, la quantité, les stocks de vaccins même terminés. Exactement, oui. Je pense qu'il faut rassurer la population. Et le vaccin, c'est une bonne chose pour le mieux-être de la population. Nous parlons d'autres sujets d'actualité, oui. Notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ici, j'ai fait allusion au Nord Kivu, au Sud Kivu et à l'Ituri, où le pays continue à enregistrer des morts. Quelle est votre lecture des faits? Ça fait plus de 20 ans que cette situation perdure. Ça commence même ça atteint les sommets parce que c'est chaque jour qu'on enregistre des morts. Quelle lecture faites-vous de cette situation sécuritaire dans la partie Est, qui est devenue pratiquement aujourd'hui le ventre mou de la RDC? C'est une situation très préoccupante, c'est une situation tragique, c'est une situation très triste, parce que tous les jours, des Congolais tombent massacrés, des Congolais tombent, excusez-moi l'expression, mais charcutés par des rebelles, etc. Il y a dernièrement la journaliste belge Colette Bachmann qui a dit 25 ans après le génocide, le Kivu continue à saigner, nous continuons à saigner. Et maintenant, nous le sentons, il y a un ras-le-bol. Mais alors là, un massacre qui se passe sous silence pratiquement. Voilà, ras-le-bol général de la population. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu une image d'un jeune latino-américain, un enfant de 5-6 ans, qui a été laissé à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On en a parlé. Mais à côté de ça, au même moment, il y avait une image mais forte et poignante d'une maman congolaise qui a été massacrée, mais son bébé continue à téter. Et cette image n'a pas fait grand bruit. Vous voyez la dichotomie. Et moi, je dis que pour mettre fin à cela, il faut vraiment une politique, il faut un changement total de cap, de politique. Ça veut dire quoi exactement? Et j'ai toujours eu à le dire qu'il faut absolument, parce que cette guerre à l'Est, c'est une guerre
qui dure depuis 25 ans, elle a beaucoup de ramifications. Nous savons qu'il y a des groupes armés, des rebelles, mais qui ne sont pas des électrons libres, qui travaillent parce qu'ils sont soutenus par des pays voisins qui exploitent nos mines. Mais on cite même certains Congolais qui sont dedans. C'est ce que j'allais en venir à ça. Mais aussi avec la complicité de Congolais et de Congolais qui vivent même à Kinshasa. Le président Bosso de l'Assemblée nationale a lancé un cri à ses députés en disant quitter les groupes armés. Donc c'est un réel problème. Face à ça, et vous avez dit c'est le ventre mou, combien de milliards de francs congolais nous ne dépensons pas, qui grèvent notre budget à cause de la situation à l'Est. Que faire? Que faire? Eh bien, moi je l'ai toujours dit, il faut résolument appliquer la réforme du secteur de la sécurité. Réforme du secteur de la sécurité. Voilà, et ça comprend quoi? L'armée. Notre armée, il faut lui donner les moyens. Il faut la moderniser, il faut la former, il faut l'équiper. Mais c'est aussi, la sécurité, c'est aussi la police. La sécurité, c'est aussi les services de renseignement. La sécurité, c'est aussi la justice. Tant qu'il y aura cette impunité récurrente, répétitive, eh bien, on aura toujours ce genre de situation. Parmi les remèdes, si je vous ai compris, il faut réformer les secteurs de sécurité. Voilà. Et j'ajouterais à cela, sécurité, donc qui comprend divers pans, mais j'ajouterais la diplomatie. La diplomatie, quand j'en parle, les gens disent « Oh, ça n'a pas joué ». Moi, je dis... la diplomatie avec qui et contre la qui, diplomatie, pour qui? il faut bien voir que pendant des années, cette situation a perduré parce qu'il y a des pays voisins qui tirent les ficelles. Ces pays voisins sont soutenus par qui? Ont été soutenus longtemps par des puissances occidentales et d'autres. Eh bien, maintenant que nous, en tant que pays, nous étions marginalisés, nous étions isolés. Et maintenant, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC revient au devant de la scène. Donc, elle doit renforcer sa diplomatie. Diplomatie veut dire sentir les frémissements, même quand il y a un changement de politique. Et il y a un changement de politique, notamment les États-Unis vis-à-vis de nous, et qui entraîne les autres membres du Conseil de sécurité. Donc il faut en diplomatie profiter. Agissante. Voilà, madame, une autre question, parce que la société civile du Nord Kivu, du Nord et du Sud Kivu, est montée au créneau. Il y a eu plusieurs manifestations anti-MONUSCO organisées notamment à Goma. Des jeunes gens qui réclament à corps et à cri le départ de la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que c'est une solution à la crise? Je comprends ces jeunes. Je comprends cette population du Nord Kivu et du Grand Kivu, cette frustration, exaspération, ce ras-le-bol, ça se comprend parce que chaque jour, ils voient des morts, des massacres, etc. Et ils disent la MONUSCO dehors. Pourquoi ils disent la MONUSCO dehors? Parce qu'ils disent le mandat de la MONUSCO comprend notamment la protection de la population civile, la stabilisation de la situation... Mais la MONUSCO ne doit pas se substituer au FARDC. Sécuritaire, etc. Elle vient en renfort. Voilà. C'est nous qui avons demandé à l'ONU de venir. Bon, et dans son mandat, ce mandat qui a évolué depuis la MONUC, maintenant, il faut renforcer la protection de la population civile. Mais cette population civile voit que malgré la présence de la MONUSCO, rien ne change. Malgré la présence de la MONUSCO, on tue, on massacre des Congolais à quelques mètres de leur quartier général. Exactement. D'où maintenant ils disent il faut qu'elle parte. Mais je pense pas que ce soit ça la solution, parce que de toutes les manières, même si nous exigions en tant que pays, c'est notre droit de dire on veut que la MONUSCO s'en aille, c'est un processus. Et nous allons dire qu'elle s'en aille, mais en même temps, nous voyons que la situation sécuritaire, politique, ne s'est pas du tout stabilisée. Il faudrait plutôt, je pense, revoir avec les Nations Unies les règles d'engagement de la MONUSCO, hein, que ce soit un engagement beaucoup plus offensif. C'est vrai que
la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici à Kinshasa a eu à nous rappeler que la responsabilité première de la protection de la population incombe à l'État congolais. Oui, nous le savons, mais nous aussi nous le rappelons, mais dans votre mandat, il y a ça, ça et ça et ça. Comment ensemble on peut maintenant changer la situation, changer la donne, parce qu'on ne va pas continuer à se faire massacrer comme cela. Et juste, je voulais rajouter que la représentante donc, du secrétaire général ici au Congo, Fatou, Madame, c'est Fatou Bintou. Voilà, Bintou. Bintou. Voilà. Elle a eu à dire dans son point de presse, je crois, une des choses qu'elle a eu à dire, oui, n'oubliez pas, les Congolais qui demandent, qui exigent notre départ, n'oubliez pas que 85% du personnel de la MONUSCO sont Congolais. Donc, ça sera autant de Congolais au chômage. J'ai trouvé ça pas très... Une réponse insidieuse, justement. Voilà, je n'ai pas trouvé ça une réponse appropriée. J'ai trouvé ça même vexant. Donc, nous devrions dire MONUSCO rester parce que les Congolais sont engagés, ont du travail. Rester bien qu'on nous massacre. Non, ce n'était pas une réponse appropriée. Alors, qu'est-ce qui est demandé concrètement à la MONUSCO? Eh bien, nous devons revoir avec elle les règles d'engagement et il faut effectivement qu'elle contribue à la protection de la population civile. Mais nous savons aussi, il faut être réaliste, j'ai travaillé aux Nations Unies, nous voyons, je m'occupais d'autres opérations de maintien de la paix, notamment l'Angola, la Côte d'Ivoire, vous avez été conseillère justement au cabinet de Kofi Annan. Exactement. Vous avez travaillé pendant longtemps, vous connaissez un peu le rouage. Voilà. Et j'ai vu comment, ce qui est normal, les pays contributeurs de troupes disent, oui, nous participons aux opérations de maintien de la paix, mais nous n'envoyons pas nos fils se faire massacrer. Nous ne voulons pas envoyer nos fils se faire massacrer ailleurs, etc. C'est aux pays concernés où la paix est menacée qui doivent jouer ce rôle d'avant-garde, d'être au front. Bon, mais nous, Congolais, nous ne refusons pas d'être au front, mais nous nous rendons compte que notre armée est infiltrée, il y a ce problème-là, hein, c'est un problème grave, donc on doit revoir, comme j'ai dit aussi, les règles d'engagement. On doit, moi j'ai toujours dit, la MONUSCO périodiquement a des rapports, les fameux rapports du secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur la mission Tout à fait, voilà, dans différents pays. Oui. Voilà, mais nous aussi en tant que pays, où sont nos rapports? Nous devons faire des rapports. C'est là qu'il y a un peu de faille. Exactement, nous devons être plus vigilants. Nous demander des comptes pour chaque massacre, drame ou dysfonctionnement. Et je rajouterais, moi j'ai été personnellement choquée de voir que face aux récents massacres, face aux frustrations, aux manifestations de la société civile dans les Kivu, j'ai été un peu choquée de voir que notre gouvernement, bon, vous me direz, il était démissionnaire, n'est pas, par l'entremise notamment des pays membres, membres qui sont non permanents, les pays africains au Conseil de sécurité, on n'est pas exigé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Donc la diplomatie a failli quelque part. Voilà, il fallait saisir le moment, dire que la situation est absolument grave et exiger une réunion du Conseil. Nous avons maintenant un gouvernement. Voilà, il faut absolument exiger ça. Je pense que parmi les priorités du gouvernement Sama Lukonde, ça sera justement exiger une réunion urgente au niveau du Conseil de sécurité pour statuer sur la situation sécuritaire dans la partie Est, parce que les États-Unis ont reconnu que vraiment c'est une question maintenant de terrorisme international. Exactement. Parce que les acteurs qui sont dans l'Est, ceux-là qui opèrent, qui tuent les paisibles citoyens, ce sont des chebabs, ce sont des rebelles, ce sont des terroristes justement. Voilà. Et sur base de ça, je pense que le pays pouvait rebondir. Exactement. Il faut saisir le moment, il faut utiliser l'arme diplomatique. Et il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'on mettait tant l'accent sur le fait que, justement, il y a peut-être des terroristes parce que
la situation de qui vous menace la paix et la sécurité internationale, on ne mettait pas tant l'accent là-dessus. Ben, c'est à nous, Congolais, de élever la voix, mettre l'accent, remettre cette question chaque fois sur le calendrier, dans l'agenda du Conseil de sécurité. Madame, la société civile du Nord Kivu, je parle de la population, exige la présence de tous les élus du Nord Kivu dans cette partie du pays avant le 24 de ce mois. Dans les cas contraires, ils vont désavouer tous leurs élus parce qu'ils estiment qu'ils sont abandonnés. Ils ont l'impression, le sentiment que les gouvernements ne les assistent pas beaucoup. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses? Cette exaspération, elle est normale. Frustration, elle est normale. Mais dire donc, ils veulent que tous ces députés se déplacent pour que peut-être ils s'entretiennent. Je n'ai pas tous les éléments pour apprécier réellement de l'efficacité d'avoir ce déplacement de députés. Je pense que s'il y a, comme ils sont des députés nationaux de la capitale, nous pouvons aussi leur demander des comptes, mais vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, on a parlé de l'idée d'envoyer une commission parlementaire sur place. Le président Bosso de l'Assemblée nationale qui avait... Voilà, ça serait peut-être l'occasion, mais on sait aussi comment terminent souvent les rapports des commissions parlementaires. On y va pour un peu apaiser les gens, apaiser les tensions, et finalement plus rien. D'ailleurs, quand j'étais étudiante en France, on disait la meilleure façon d'enterrer une question embarrassante, difficile, c'est de créer une commission parlementaire. Voilà, madame, nous allons aborder notre sujet d'actualité. Je sais que si nous devons nous étendre longuement sur les questions sécuritaires, on va consacrer des jours et des jours. Mais c'est prioritaire. C'est prioritaire. D'ailleurs, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge, Jean-Michel, avait dit qu'il mettrait cette question parmi les priorités de l'action de son gouvernement. Nous voulons parler des élections. 2023, tout le monde parle de 2023 aujourd'hui, des élections qui se profilent à l'horizon. L'inquiétude de la communauté internationale, est-ce qu'il y aura élection dans ce pays? Et quels sont les préalables, d'après vous, pour que la RDC organise l'élection dans les meilleures conditions? Oui, il faut qu'il y ait des élections. Oui, il faudrait tenir le calendrier constitutionnel. Mais j'aimerais d'abord, avant de commenter à proprement parler des élections, dire que ça me choque un peu. Ça me choque, et j'aime bien ce mot d'un grand politique qui disait l'homme d'État, lui, il pense à la prochaine génération. Hein, le politicien pense à la prochaine élection. Le peuple meurt de faim. Hein. On dit que, d'après la FAO, un Congolais sur 3 est menacé de famine. Hein. J'ai eu quand je venais à l'émission, mon téléphone, plusieurs messages de personnes que je connais à la base qui me disent « Moi, nananga ba bengani na classe, maman, est-ce que vous avez langa quelque chose ?» La situation est dramatique. Et pas de travail, l'insécurité. Mais la seule obsession, c'est « Ah, il faut absolument que l'élection ait lieu en 2023. » Bon. Madame, ce qui est plus important, vous entendre parler, c'est comme c'est les sociales qui priment les élections, ça peut venir en 2024, 2025. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit le social prime, le social des Congolais ne fait que se détériorer. Les élections, c'est aussi important. En démocrate que je suis, j'y tiens. Et la question du moment, la grande polémique du moment, c'est faut-il faire le recensement? Qui dit recensement dit ça va prendre du temps et ça risque de retarder les élections, ou faut-il se contenter de l'enrôlement? Vraiment, la réponse idéale, la situation idéale serait d'avoir un recensement. Est-ce que vous imaginez que nous sommes un pays depuis 1984, nous ne savons pas combien nous sommes. Donc on ne connaît pas la démographie de la RDC. On ne connaît pas la démographie, on ne peut pas faire de bonne planification en matière de développement, en matière sanitaire, en matière d'éducation, etc. Énergie, route. Tout est faussé parce que nous ne savons pas exactement combien nous sommes. Mais les recensements peuvent nous prendre 3-4 ans. Ensuite, nous savons que nous sommes infiltrés. C'est pour ça que
c'est l'une des raisons qui fait que le pays est déstabilisé. Bon. Donc il faut un recensement. Alors aujourd'hui, on est 2021. Les experts vous disent que ça va prendre 2 ans, d'autres disent 3 ans. Mais moi, je me dis, si déjà on commençait cet exercice de recensement, se dire, commençons-le dans les mois à venir, en tout cas avant le dernier trimestre de 2021. Si on commençait déjà, hein, peut-être qu'on se rapprocherait des élections de 2023 sans qu'il y ait glissement. Non, exactement. Mettons-nous-y déjà à la tâche, qui est une tâche Mais lourde. pourquoi vous n'avez pas opté pour l'enrôlement comme ça a été fait en 2006 On va continuer à chaque fois. Là, c'est plus vite, on va respecter les calendriers. Tous les exercices électoraux, ça sera l'enrôlement. Et l'enrôlement, vous savez bien ce que ça sous-entend. C'est que nous enrôlons des gens qui ne sont même pas congolais. Alors il faut une bonne fois pour toutes que nous entamions l'exercice du recensement, parce que le recensement ne sert pas seulement, nous l'avons dit tout à l'heure, aux élections, mais sert à la planification. Hein, comment on va savoir combien d'écoles construire, d'hôpitaux, de routes, etc. Le plan de développement, le recensement. Donc, commençons déjà à nous y mettre, à cet exercice, et on s'y met, et on essaye justement que cet exercice, on l'accélère. Peut-être qu'on se rapprochera très vite de 2023. Donc, vous n'êtes pas pour l'enrôlement? L'enrôlement, non. Ça sera notre 3e cycle électoral avec l'enrôlement. L'enrôlement, mais qui se passe dans les délais. Oui, mais avec beaucoup de dysfonctionnements, de défaillances. Non, l'idéal serait vraiment d'avoir le recensement. Madame, le gouvernement Sama Lukonde Kyenge, gouvernement tant attendu, est finalement là. Oui. Il a été rendu public, je pense, si je m'abuse, le 12 de ce mois. Et son investiture, c'est pour bientôt au Parlement congolais. Mais déjà, avant l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, des voix s'élèvent, des mécontents. Parmi les députés nationaux, on en compte déjà, d'après la dernière information que je vais avoir, au moins 200 députés nationaux qui se disent ne pas être contents par rapport aux promesses, qui se disent être aigris. Comment voyez-vous cette façon de procéder? Je suis profondément choquée. Je suis profondément choquée et je perds de plus en plus de considération envers nos soi-disant honorables. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient au fond? Ils voulaient un gouvernement de 500 personnes, de 200, 300 personnes. Là, ils allaient être contents. Quand ils disent, oui, c'est grâce à nous, nous avons pu contribuer à la chute de Ilukamba, nous avons pu faire tomber Mabunda, etc. On nous avait fait des promesses. Mais c'est leur travail en tant que parlementaires d'être là, se saisir des questions d'intérêt national et d'agir. Et je ne sais pas s'ils écoutent ou ils n'écoutent pas ce que dit le peuple congolais, ce qu'on se dit à la base. Ils sont vilipendés. On dit, mais voilà, ils pensent qu'à leur ventre. Mais tout ça, c'est par rapport aux promesses qui leur ont été faites. Alors, les promesses non tenues. Je n'étais pas là. Il y a eu des réunions et beaucoup de réunions avant la sortie du gouvernement. Tout naturellement, ils je n'étais pas promesses. là quand les soi-disant promesses étaient là, mais ils devraient avoir honte. Ils devraient même avoir honte de dire oui, on nous avait promis, ou bien faire partie de l'équipe, ou bien on nous avait promis 50 000, on avait promis Prado. Moi, ce que je demande à vous, les hommes des médias, vous, le 4e pouvoir, rendez un service au peuple congolais. Il faut absolument nous lister les noms de ces députés-là, leur circonscription. Nous, politiques, à la base, on va s'en charger. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, on va s'en charger. On va placarder ça autant qu'on peut pour dire au peuple, voilà, Batoyo. Bazakouna n'a parlé du peuple, pas pour... Vous voulez dire, il ne faut plus les voter? Il ne faut plus les voter. Parce que non, c'est immonde ce qu'ils font. Et ils n'ont même pas honte. Et une autre chose aussi que je voudrais relever.
pendant les consultations du président de la République avec les forces vives de la nation en novembre dernier, il y avait des recommandations fortes, notamment qu'il n'y ait pas, que les députés ne soient pas dans le gouvernement. Or, nous avons combien? 23 députés, si je ne m'abuse, dans ce gouvernement de Sama Lukonde, le gouvernement des warriors. Yes, des voilà, guerriers. Des guerriers. On a 23. Eh bien, bon, donc, cette recommandation n'a pas été suivie des faits. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ces députés... Malgré qu'ils soient 24, mais ils sont toujours insatisfaits. Ils sont insatisfaits, mais pire, quand ils joignent le gouvernement, leur place à l'Assemblée nationale va être occupée par qui? Par leurs suppléants. Or, nous savons pour la plupart d'entre eux... Les suppléants sont des membres de famille. Exactement. Des jeunes frères, des Madame, épouses. mon épouse, le frère, le fils, la fille, etc. Des gens qui ne connaissent pas la tâche à mener. Et ça va encore faire baisser la qualité de cette Assemblée nationale qui a déjà une qualité qui laisse à désirer. Donc, c'est un sujet d'inquiétude. C'est vraiment... ça doit faire partie de la réforme électorale de ne pas Dans d'autres mots, vous demandez aux élus à l'investiture du gouvernement qu'ils puissent voter pour que Sama Lukonde puisse oui, et moi, si j'étais à la place du chef de l'État, parce que j'ai entendu des gens, il faut l'investiture est menacée, qu'il libère seulement ce qu'il demande. Moi, si j'étais le chef de l'État, non. On ne donne rien. Ni 50 000, ni 20 000, ni 10 000, ni Prado. On ne donne rien. Ils veulent l'épreuve de force, eh bien allons à l'épreuve de force. Et nous savons où ça va nous conduire. Mais c'est vraiment une attitude scandaleuse de nos députés. Maintenant, puisque nous parlons de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, nous sommes au Parlement. Parlons un peu de ce qui se passe en province avec la crise presque dans toutes les provinces, oui, entre l'exécutif et les législatifs, donc entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Il y a des crises, soit c'est le gouverneur qui est démis de ses fonctions, soit c'est le président de l'assemblée provinciale. Et pourtant, lors de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État avait martelé, il avait dit tout haut qu'on devait cesser cette pratique, ça freine l'élan de développement, de mettre le gouverneur ou d'initier des motions contre les présidents des assemblées provinciales, et cela jusqu'à nouvel ordre. Apparemment, ce mot du chef de l'État n'est pas suivi. Le mot n'est pas suivi, malheureusement, et quand vous examinez de près la situation, vous creusez, vous interrogez les gens, on se rend compte que c'est quoi en fait? C'est le syndrome de la pauvreté. Beaucoup de ces députés provinciaux vous diront « Ah, on n'a pas été payé depuis tant de mois, etc. » Ils n'ont plus les avantages. Et le gouverneur bouffe seul. Voilà. Et quand il y a des recettes au niveau de la province, le gouverneur ne distribue pas équitablement. Et il y a aussi cette question de la péréquation. Les provinces n'ont pas la rétrocession de la part du gouvernement central. Tout ça est lié. Mais ça dénote aussi, syndrome de la pauvreté, oui, mais ça dénote aussi le bas niveau de la conscience politique de nos leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les bas niveaux de la conscience politique? Eh bien, ils ne pensent pas pourquoi ils sont là. Ils ont voulu être députés provinciaux, pas pour... et vous demanderez à certains d'ailleurs, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous une fois que votre mandat sera terminé? Non, je pense, beaucoup n'y pensent pas. Ils veulent dire au niveau de leur famille, de leurs amis, leur groupe ethnique, ah voilà, j'ai construit telle maison, ah, ma deuxième maison, ah, j'ai envoyé l'enfant en Europe, ah, exactement. J'ai acheté une mère. Exactement. Donc c'est ça. C'est le syndrome de la pauvreté. Le syndrome de la pauvreté, le syndrome du bas niveau de conscience politique. Et au Congo, on ne fait pas de la politique par conviction, on fait la politique pour se remplir les poches. Madame, et ça doit changer. Et ça doit changer comment? C'est justement la question que j'allais vous poser. Ça doit changer comment? Parce que quand vous n'êtes pas aux affaires, naturellement, c'est le même discours que l'on tient comme celui que vous tenez aujourd'hui. Une fois on vous confie un portefeuille,
franchement, vous serez méconnaissable. Et les Sauf, discours que vous sauf, tenez... sauf Angèle Makombo. Angèle Makombo est une exception de ce point de vue-là. Parce que vous savez, je dis toujours, moi, j'ai travaillé aux Nations Unies. Pendant 24 ans. Voilà. En 2011, j'ai démissionné des Nations Unies. J'ai démissionné. Et d'ailleurs, même dans les annales des Nations Unies... Ce n'est pas un secret, pourquoi? Pour des convictions personnelles? Je vais vous le dire, dans les annales des Nations Unies, rarissime qu'un Africain, et surtout une Africaine, démissionne. J'ai démissionné parce que j'ai travaillé aux Nations Unies, m'occupant des questions politiques, voyageant beaucoup, voyant comment d'autres pays qui sont moins nantis que nous se débrouillaient mieux que nous, voyant la pauvreté dans notre pays. Parce que ma chance, contrairement à beaucoup de compatriotes de la diaspora, je venais souvent ici. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je veux rentrer pour travailler pour mon pays, mettre mon expérience au service de mon pays. Et depuis que je suis rentrée, ça fait 10 ans aujourd'hui, je maintiens le même cap. Vous savez, le régime ancien qu'on a eu pendant 18 ans, combien de fois on ne m'a pas fait des appels du pied en me disant, non, on a opposition, Okozouanini maman, hein, rejoins-nous. La Prado t'attend ici. Voilà. Prado qui t'attend. Exactement. Eh bien non, je n'ai pas cédé à ce genre de sirène. Donc, même aux affaires, je resterai la même. Et je dirais non, on m'a élu ou bien on m'a nommé pourquoi. Et surtout, j'ai de ce côté-là, j'espère que vous comprendrez le sens dans lequel je vais le dire, j'ai un grand ego. J'aimerais bien, je veux absolument, quand je quitte un poste, une fonction, je veux que mon bilan... Revenons aux Nations Unies. Vous avez démissionné. Qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner? C'est ce que je vous dis. Je vous le dis, pendant des années, j'y travaillais. Pendant des années, je voyais comment mon pays allait à la dérive. Alors vous devez venir donner et je me suis dit, contribuer au développement. Je quitte les Nations Unies, le lendemain, on peut me remplacer facilement. Il y a toujours plein de candidats. Mais l'expérience que j'ai pu acquérir pendant que je suis aux Nations Unies, je voudrais, alors qu'il est encore temps, le mettre au service de mon pays. Et je rappelle que vous avez été conseillère au cabinet du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pendant 24 ans. Beaucoup d'années, vous avez travaillé au cabinet. Non, pas pendant 24 ans, puisque Kofi Annan n'a pas fait 24 ans. Donc vous avez été au cabinet, justement, je parle du cabinet. Voilà. Il n'est pas comme nos leaders africains qui ont essayé de prolonger son voilà, mandat. Une autre question, madame. Vous êtes conseillère de la République au Conseil économique et social. Le Conseil économique et social a pour mission, rôle, d'émettre des avis, n'est-ce pas? C'est un conseil du gouvernement dans tous les secteurs de la vie sociale. Et la plupart du temps, les avis que les conseils économiques et sociaux donnent ne sont pas suivis. Vous prenez des avis et après, c'est jeté dans les tiroirs. Ce n'est pas une perte de temps? Je voudrais d'abord rectifier, ce n'est pas seulement des avis pour le gouvernement, c'est pour le chef de l'État, le gouvernement, le Sénat, les institutions, les Sénats, l'Assemblée nationale et les provinces. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a souvent eu des visites de gouverneurs au Conseil économique et social. Mais des avis qui ne sont pas mis en pratique, madame. Mais là, avant qu'on commence l'émission, je vous disais justement, nous sommes le Conseil économique et social, bien que prévu dans la Constitution de 2006, a été installé qu'en 2014. Donc on est des pionniers dans ce domaine-là. Donc, jusqu'à présent, notre message n'est pas passé comme il devait passer. Mais maintenant, ça commence à passer. Nos avis, nos recommandations dans différents secteurs d'activité, on commence à se faire entendre. Mais il faut poursuivre l'effort. Et vous, d'ailleurs, en tant que citoyen, vous pouvez aussi saisir le Conseil économique et social. Hein, vous signez des pétitions, 10 000 signatures, vous nous soumettez une question et nous l'examinons, nous l'analysons et nous faisons des recommandations, des préconisations. Donc, quand j'entends souvent certains Congolais disent « Oui, mais on n'entend pas parler de vous. » Oui, mais je dis « Mais nous sommes prévus dans la Constitution. Donc, à vous aussi, Congolais. Hein, le Congolais ne sait pas toujours prendre ses responsabilités, s'impliquer. Il devrait se dire, voilà une institution qui est chargée justement de faire des analyses critiques
des réflexions, faire des recommandations au gouvernement. Sur tel sujet, la gratuité de l'enseignement, vous en êtes où? Ah, vous aviez dit ça, eh bien, où vous en êtes? Demandez-nous aussi des comptes. Hein, donc c'est la population de demander des comptes au CS. Je ne dis pas seulement la population, mais elle doit contribuer à ça. Voilà. Et maintenant, les gouvernants, nous renforçons maintenant nos messages envers eux pour que les choses changent. Nous servons je dirais pas de gendarmes, mais d'observateurs. Vous jouez un rôle avant-gardiste pour... Exactement, pour prévenir, pour... dire voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il faut améliorer, etc. Et nous venons à peine, c'est notre deuxième mandature, et bien à force de travail, de persévérance, de contact avec vous, des médias, eh bien nous arriverons à devenir comme les conseils économiques et sociaux d'autres pays, hein, parce qu'on est... sur le modèle du Conseil économique et social, d'ailleurs environnemental de la France. Donc, eux, ils jouent vraiment un rôle. Aucune loi importante, question importante, on peut le décider au niveau de l'exécutif sans consulter le Conseil économique et social. On a déjà eu à nous consulter sur certaines questions et notamment la zone de libre-échange, voilà, et puis le code minier, la charte sociale. Donc, vous entendrez de plus en plus parler du Conseil économique et social. Madame, nous cheminons petit à petit vers la fin de cette émission, à moins que vous ayez à passer un message à ceux-là qui vous suivent tout naturellement. Le message, c'est que le peuple dans son ensemble soutienne ce nouveau gouvernement, le gouvernement des warriors, hein, des guerriers. Et tout n'est pas parfait, hein, mais il faut remarquer qu'il y a quand même des aspects positifs dans ce gouvernement. La taille n'a pas été réduite comme nous le souhaitions, à 47, moi personnellement je disais 35. Bon, on est toujours à 56, mais les femmes, nous crions victoire aujourd'hui, 27%. C'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. C'est quand même pas 30%, mais c'est déjà ça. On a renouvelé la classe politique. Regardez, 80% de nouvelles personnalités. Les jeunes sont là. Donc, donnons une chance à ce gouvernement et soutenons-le. Et ne versons pas dans ce pessimisme ambiant congolais. Non. Et il faut croire en la RDC. Si nous-mêmes, nous n'y croyons pas, qui va croire en notre place? Et ce gouvernement peut relever des défis. Peut relever des défis. Et nous servirons de rôle de vigile. Hein. Quand ça ira pas, on va parler. Et d'ailleurs, depuis l'alternance, vous avez remarqué, la parole s'est libérée. En RDC, les gens osent parler, critiquer. Bon, c'est vrai qu'il y a parfois de tout, hein, à boire et à manger. Un peu d'exagération aussi. Beaucoup d'exagération, beaucoup de fake news. Mais il y en a aussi, il y a des gens comme moi, comme vous, etc., qui, on se donne la peine d'examiner les questions, d'en parler, de sensibiliser la base. Et il ne faut pas souhaiter. Il y a des gens qui souhaitent même le malheur, l'échec de ce gouvernement. Mais si nous-mêmes nous souhaitons l'échec, où allons-nous? Voilà, mesdames, messieurs, j'ai recevé pour vous Madame Angèle Makombo. Merci d'être venue. C'était un plaisir, monsieur Oscar. Voilà, je rappelle que vous êtes femme politique, présidente de la Ligue des démocrates congolais, donc présidente nationale de ces partis politiques, membre de l'Union sacrée pour la nation. Vous avez travaillé 24 ans durant au siège des Nations Unies à New York et vous avez été conseillère politique principale en charge des questions africaines au cabinet du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, paix à son âme. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, vraiment. On se retrouve dans d'autres numéros. Ok, merci beaucoup, monsieur Oscar. Merci et au revoir.